Jean-François Lisée est un auteur tout à fait moderne. On ne compte plus les sujets et les personnages contemporains qu'il a abordés de sa plume élégante et féconde. C'est une des qualités que j'ai pu observer durant nos années d'intense collaboration. Bien que la matière du livre qu'il lance aujourd'hui soit d'actualité, il a choisi d'en traiter à la façon des vies parallèles de Plutarque, qui juxtapose 25 duos d'illustres personnages de l'Antiquité romaine et grecque. Et parmi ces biographies croisées, César est, par exemple, comparé à Alexandre et Cicéron à Démosthène. C'est ainsi que, sous l'œil attentif de Jean-François, se trouvent retracés, étape par étape, les pas de René Lévesque et de Pierre Elliott Trudeau. Il en résulte un fascinant face-à-face qui les définit l'un par rapport à l'autre, à partir de leurs similitudes et de leurs différences. Les chapitres s'enchaînent avec entrain, animés par la vive interaction des protagonistes de toutes sortes qui s'activent autour des deux personnages. Le récit ménage surprise après surprise, de sorte que chaque page donne envie de lire la suivante. Un monde tumultueux les interpelle dès le réveil citoyen. Les acteurs s'appellent Roosevelt, Churchill, De Gaulle, Pétain, et plus près de leur quotidien, Maurice Duplessis, dont Jean-François fait découvrir une autre trahison. Je vous laisse le soin de le découvrir dans le livre. Jean Lesage, Lionel Gros, Paul-Émile Lapanne, Jean Drapeau, toute la galerie, quoi. André Laurando, Gérard Pelletier, Claude Rahen, Jean Marchand, et tant d'autres qui se côtoient dans l'univers effervescent où le Québec va se transformer. En les faisant évoluer de concert, l'ouvrage révèle plus clairement encore ce que les deux rivaux avaient en commun et de dissemblable. Ils ont reçu leur formation des Jésuites, à l'instar d'un nombre surprenant d'alliés et d'opposants avec lesquels ils devaient partager la scène publique. Trudeau s'est avéré par la suite le plus jésuite de tous. Remarquez, il le prendrait comme un compliment. Façonnés par l'enseignement des humanités gréco-latines que dispensaient les collèges classiques, ils ont tous deux fréquenté les grands auteurs qu'ils ont abondamment notés et cités. Dotés d'un talent exceptionnel, ils comptaient manifestement parmi les étudiants les plus cultivés de leur génération. Surtout, ils vouaient une sorte de culte à la parole et à l'écrit. Ils signaient régulièrement des textes dans les journaux étudiants de leurs collèges respectifs, en plus d'en assurer parfois la direction. Très tôt, ils s'exercent au magistère de la parole. Trudeau prend des cours de diction. Lévesque fait face à son premier micro, à 15 ans, au poste de radio de New Carlisle. Plus polyvalent, il sera journaliste, grand reporter, animateur télé, tiendra des chroniques dans le Journal de Montréal, en plus de se signaler comme critique de cinéma. Pour s'en convaincre, il suffit de lire une centaine de ses comptes rendus, réunis dans l'anthologie publiée durant la célébration de son 60e anniversaire de naissance. Ils ont tous les deux le ton enflammé et le sens de la formule, avec en plus, chez Lévesque, l'humour et la spontanéité. Jean-François en a repéré de nombreux exemples, dont les suivants. D'abord, René Lévesque, publiant à 20 ans un texte qui exhorte ses camarades à l'action et expose sa pensée sur les questions québécoises. Et je cite, « À l'œuvre, au combat, détourne-toi du passé, les yeux fixés l'un sur le présent, l'autre sur l'avenir, sans loucher, évidemment. » Trudeau, ensuite, dans un discours qu'il prononce à 23 ans, lors d'une assemblée électorale tenue à l'École Lajoie d'Outremont, en présence de Henri Bourassa, au soutien de Jean Drapeau, candidat anti-conscription. Et je cite, « Les traîtres », il parle des membres du gouvernement Mackenzie King, « les traîtres, donc, on doit les empaler vifs. » Empaler, c'est... On ne s'enlève pas, là.
C'en est assez des cataplasmes. Procédons maintenant au cataclysme. On ne devait pas s'ennuyer à lire et écouter ces jeunes loups. À bien d'autres égards, ils sont très différents. René Lévesque a été élevé dans une famille peu argentée, entouré de gens modestes, dans une Gaspésie démunie. Pierre Elliott Trudeau sort de la grande bourgeoisie fortunée d'Outremont. Il visite le monde et se plaît à la provocation. Qu'on en juge. Un ami commun les présente l'un à l'autre lors d'une rencontre fortuite à la cafétéria de Radio-Canada. C'est le moment où René Lévesque subjugue les Québécois chaque dimanche soir à point de mire. L'autre pontifie dans Cité libre, la revue qu'il a fondée, Tribune des intellectuels qui combattent Duplessis. Premier mot de Trudeau, qui d'emblée tutoie son interlocuteur. « Tu parles bien, mais sais-tu écrire? » On devine la réaction de René Lévesque. Bien que lui aussi fort en thème et premier de classe, René Lévesque est de tempérament plutôt brouillon et moins avide de palmes académiques. C'est un intuitif, un passionné, capable d'éprouver et de susciter les émotions. L'autre affiche une démarche plus étudiée, se voulant plus cérébrale et pratique une froideur calculatrice. Leurs pensées politiques subissent une évolution inverse. À la maturité de sa réflexion, Pierre Elliott Trudeau fonde son engagement politique sur la dénonciation de la tentation fasciste qu'il croit détecter chez les Canadiens français. Il a eu pourtant, dans sa jeunesse, des élans contraires, voire de vibrants appels à la souveraineté du Québec. Nous devons, à la recherche méticuleuse de Jean-François Lisée, la référence à cet extrait d'une version de son plan de la Révolution, c'était le plan de Trudeau, de son plan de la Révolution, qu'étudiant à Brébeuf lui a adressé à 20 ans pour l'avenir du Québec. Et je cite, « L'existence d'un État souverain canadien-français est la condition essentielle à l'intérêt propre des Canadiens français. » Répétition, ça c'était pas... Je continue. « La nation aura 3 caractères fondamentaux. » Notre nation. 3 caractères fondamentaux. Elle sera laurentienne, française et catholique. Fin de la citation. Comme on peut le voir, le jeune Trudeau exprimait assez librement ses allégeances religieuses. Jean-François Lisée a relevé cet extrait d'une autre de ses contributions au journal de Brébeuf, où il s'inquiétait, en philo 2, de la déshumanisation dont le monde est menacé. Désespérant du moyen de la contourner, il finit par conclure, et je cite, « Il ne reste plus qu'une arme, plus forte que les canons. Il reste la prière expiatrice et confiante. » Fin de la citation. C'est dangereux d'écrire dans les journaux étudiants, hein? Il y a toujours des flagorneurs qui vont lire ça par la suite. Mais... Le jeune René Lévesque était, lui, plus avare de ce genre d'épanchement. Il parlait plus volontiers de la promotion des intérêts du Québec. Le moment venu, il devait miser sur une façon plus laïque d'y arriver, ce sera par un référendum. Quant à Trudeau, il persistera dans son recours à la prière, sauf qu'il l'adressera au Parlement de Westminster. Elle sera exaucée par l'octroi du rapatriement de la Constitution. Le fondateur du Parti québécois n'a pas opté tout de suite pour la souveraineté du Québec. Son engagement s'est affirmé au terme d'une progression constante, nourrie par son vécu lors de la grève de Radio-Canada et de ses années au sein du cabinet Lesage. Au fil de leur parcours respectif, le livre rend compte des tensions que font naître leurs prises de position de plus en plus conflictuelles. Il fait clairement voir l'émergence entre eux d'une dynamique de confrontation. C'est là que l'auteur s'écarte de la méthode de son maître Plutarque. L'aboutissement des 2 cheminements n'aura à la fin rien de parallèle, puisqu'une fatalité les fera converger vers le cataclysme de 1981. La narration s'arrête en 1960. Maurice Duplessis vient de mourir. Les libéraux de Jacques Lesage ont pris le pouvoir. La Révolution tranquille va commencer et donner naissance au Québec moderne. 2 camps vont se heurter,
De rivaux qu'ils étaient, l'évêque et Trudeau deviendront des adversaires, et par la force des choses, les deux chefs désignés. Ils sont destinés à s'affronter dans un combat singulier sur fond de crise nationale, car la question sera lourde de conséquences. Face à leur avenir de peuple, les Québécois vont-ils rompre avec le Canada et se donner un pays à eux? Nous voici en pleine tragédie grecque, comme les aime Jean-François. Il a exposé les enjeux, rappelez-vous des règles, une tragédie classique. Il a exposé les enjeux de la problématique. Il a planté le décor, campé les personnages et tendu le ressort. Le rideau va se lever. Tout est en place pour le dénouement. Pas plus que l'histoire, le livre ne peut s'arrêter là. Qui aura le talent et la volonté d'en écrire la suite? Qui sait? Peut-être quelqu'un qui est présent parmi nous aujourd'hui. En attendant, offrons-nous le plaisir de lire l'évêque Trudeau, leur jeunesse, notre histoire. On y verra se former le destin du Québec. Merci.